Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Thé ou Café, un podcast de Caméo, issu d'une discussion live enregistrée le 3 décembre 2024. La mission de Caméo est de permettre aux multipotentiels de bien vivre leur multipotentialité en proposant des informations, accompagnements et outils concrets à utiliser au quotidien. Dans cet épisode, nous abordons avec Julien notre expérience du burn-out en tant que multipotentiel, les éléments de ce profil qui nous y rendent très sensibles, ainsi que des pistes pour en sortir réellement. On te souhaite une excellente écoute. Bienvenue, je m'appelle Lauriane Terol et je suis avec Julien Delopez ce soir. On va vous parler donc de se reconstruire et retrouver ses envies après un burn-out ou un échec, puisque comme je le disais, c'est quelque chose qu'on voit très souvent au sein de la communauté de Caméo. Et souvent, on a des gens qui nous rejoignent après ou à la limite, voire en plein burn-out. Ouais. C'est une problématique à laquelle on a été nous-mêmes confrontés et pour laquelle on aide les gens qui nous rejoignent à franchir, si on le peut, en tout cas faire ce qu'on peut, puisqu'on n'est pas psychologue, donc ça demande quand même certaines choses particulières et des soins adaptés, mais on essaye de notre côté d'apporter un mieux-être à ces personnes-là et des clés de compréhension de ce qui leur est arrivé et de leur fonctionnement pour essayer d'éviter que ça se reproduise. Aurore est avec nous pour ceux qui la voient dans les commentaires, les passionpreneurs libres. Aurore, c'est une des coachs avec qui nous travaillons au sein de Caméo et dont une des spécialités est d'éviter aux gens d'enchaîner les burn-out, puisqu'on peut tout à fait sortir d'un burn-out et replonger aussi sec dedans. Et donc c'est un de ses sujets de prédilection. Voilà, ce sera un plaisir de discuter, d'avoir ses interventions aussi dedans, puisqu'elle est très très compétente sur la question. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment... Alors l'idée, c'est pas de faire un topo médical sur le burn-out, puisque, comme je vous l'ai dit, on n'est pas psychologue, on n'est pas spécialiste sur les causes, enfin, on en connaît évidemment un bon paquet, etc., mais on va pas rentrer dans le côté médical, mais vraiment, on va essayer de se pencher sur ce qu'on fait, nous, avec les gens qu'on accompagne, à savoir comment se reconstruire derrière, et comment retrouver un petit peu notre joie de vivre, puisque le burn-out ressemble beaucoup, quand on est en pleine crise, à une grosse dépression. Et donc, du coup, c'est très, très difficile de renouer contact avec qui on est, avec ce qu'on aime, avec ce qui nous fait vibrer quand on essaye d'en sortir. Et c'est pourtant une étape essentielle. Et donc, c'est de ça, essentiellement, qu'on va essayer de discuter un petit peu ce soir, ensemble. Julien, je te laisse compléter si tu as des choses que tu voulais ajouter à cette petite introduction. Non, je pense que tu as bien souligné le fait que c'est vrai que beaucoup de personnes dans notre communauté ont fait un burn-out, et nous, on en fait partie. Et donc, c'était un sujet qui nous tenait à cœur parce que c'est tellement difficile quand tu te retrouves dans cette situation, quand tu as vécu cette situation, que tu viens d'en sortir, d'imaginer un futur un petit peu plus radieux. Et c'est pour ça qu'on tenait à faire ce live, pas pour dire, vous inquiétez, enfin, tout va bien, c'est rien du tout, et minimiser la chose, pas du tout, c'est pas le message derrière, mais plutôt pour en parler. Et puis aussi pour en parler avec les personnes qui nous rejoignent ce soir, pour qu'ils nous partagent leur expérience, leurs questions, peut-être aussi des outils qui les ont aidés. Alors là, on est accompagné d'Aurore, comme tu l'as dit, donc j'imagine que tu vas avoir plein de choses à nous partager, Aurore, et puis je pense qu'on sera amené aussi à faire un épisode entier, peut-être avec Aurore, sur la thématique. Et voilà, déjà, ce live, ça va nous permettre de parler de ce sujet, d'ouvrir la discussion, pour pourquoi pas aller un peu plus loin la prochaine fois. Alors moi, ce que je te propose, Lauriane, comme d'habitude, c'est peut-être de définir les termes qu'on va employer ce soir. Moi, j'aime bien qu'on soit d'accord avec les termes. Le terme principal, évidemment, ça va être le burn-out. Le burn-out, c'est quoi? C'est un syndrome d'épuisement professionnel. C'est aussi une appellation du burn-out. C'est résultant généralement d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré de manière adéquate. Ça se manifeste le plus souvent par un épuisement physique, émotionnel et mental. Et c'est accompagné d'un sentiment d'impuissance, de détachement et de cynisme vis-à-vis de ses responsabilités professionnelles. Voilà. Il y a 3 composantes principales qu'on peut noter. Le premier, c'est un épuisement émotionnel. La deuxième, ça va être une dépersonnalisation. Et le troisième, ça va être une réduction de l'accomplissement personnel. Donc une perte de confiance en ses capacités et se sentir complètement inutile et inefficace au travail. Tout à fait. C'est quelque chose qui est très violent, je trouve. Alors là, on en parle dans le parti professionnel. Il faut savoir que ça existe aussi. On parle beaucoup de burn-out parental,
maintenant, puisque le fait de devoir combiner vie professionnelle, vie personnelle avec toutes les injonctions qu'on reçoit de tous les côtés, ça peut être très très fatigant. Et le manque de soutien et de support qu'il y a aussi autour, comme on dit, il faut tout un village, et souvent on se retrouve très seul à devoir être tout un village quand on devient parent. Donc on en parle énormément aussi dans ce cadre-là de plus en plus. Mais je trouve que quand on le vit en tant que multipotentiel, c'est encore plus violent quelque part parce que de base, on a des personnalités souvent très curieuses, très joyeuses à l'intérieur, avec cette Ouais. envie de découvrir, cette envie de questionner les choses, etc. Où on va être attiré, on va être curieux, on va avoir des centres d'intérêt. Alors, il y a des MJ qui aiment pas parler de passion, mais de nouvelles passions, parce qu'effectivement, on voit la passion comme un centre, un seul truc unique. Et souvent, soit on en a plusieurs en même temps, soit on les enchaîne les uns après les autres, donc on se dit qu'on n'a pas vraiment de passion, mais en tout cas, on a cette envie profonde la plupart du temps de découvrir de nouvelles choses, de rentrer en contact avec de nouveaux savoirs, de nouvelles personnes, de nouveaux groupes, etc. Enfin, on a envie on a cette envie de découverte, de connexion, qu'elle soit directe ou qu'elle soit par le biais de forums ou de découvertes personnelles, peu importe. Mais on a souvent cette ouverture vers les autres et vers le savoir. Et le fait d'être en burn-out, comme tu l'as dit, cet épuisement émotionnel, cet épuisement physique, ce cynisme, c'est des choses qui sont totalement à l'inverse de ce qu'on est normalement. Ouais. C'est-à-dire que non seulement on est épuisé, mais en plus on ne se reconnaît même plus. On ne sait même plus qui on est. Et on a un espèce enfin, je trouve que c'est extrêmement difficile personnellement parce que moi je me souviens. Alors, j'avais pas été diagnostiquée avec un burn-out professionnel, mais je pense que j'ai fait un truc qui s'en approche. Je vais pas émettre de nom dessus parce que mon diagnostic a été tellement compliqué par état que du coup, on va pas s'amuser à donner des noms comme ça. Mais en gros, j'ai eu cette période-là. Et c'est extrêmement difficile parce que c'est une personnalité qui est à, à l'opposé complet, qui est aussi dark et aussi sombre et noir que ce que pouvait être le côté lumineux de ma personnalité et de ce que peut être le côté lumineux de ma personnalité normalement. Et du coup, ne pas se reconnaître comme ça, c'est, je trouve, encore plus difficile parce que je trouve qu'en tant que multi, on est rarement cynique, on est toujours engagé à 100%, donc se dépersonnaliser comme ça, avoir cette espèce de détachement qui se crée, c'est une espèce enfin, vraiment, on se décroche de soi-même en fait. On a une espèce de tout ce qui nous fait nous s'en va et je trouve ça profondément douloureux et je trouve que ça crée une énorme remise en question personnelle quand ça nous arrive. Je sais pas, je te vois sourire. Je sais pas si c'est que. En fait, ça me rappelle tellement de souvenirs, en fait, ce que tu dis. Dans une grosse boîte que tu connais bien, quand j'ai travaillé, justement, j'ai eu cette période-là, justement, que tu disais, de dépersonnalisation complète. En fait, je m'auto-sabotais aussi. J'étais presque désagréable, en fait, avec les gens qui venaient, alors que généralement, je suis, comme tu dis, quand on a tu me connais, vous me connaissez, je suis enthousiaste, passionné, j'adore parler de rencontrer de nouvelles personnes, découvrir leur parcours, en savoir un peu plus sur eux, partager aussi ce que j'ai découvert, etc. Et là, c'était vraiment complètement l'inverse, en fait. Mais complètement l'inverse. J'étais imbuvable, sombre, très dark, vraiment ouais, désagréable, quoi. Et j'avais pas envie, finalement, de donner une image joyeuse, parce que il y avait vraiment un mal-être. Je me demandais à quoi je servais, je me demandais en fait, c'est ce que je disais dans un des posts LinkedIn que j'ai posté, c'était ce matin. C'était vraiment à quoi bon, quoi. À quoi bon continuer à faire du bon travail parce que je vois pas l'intérêt. À quoi bon continuer à chercher encore un travail parce que ça fait 5, 6, 7 fois que je change de travail et que j'arrive toujours pas à me décider. J'ai toujours l'impression d'être insatisfait avec le travail que je fais et que ça, de devoir me cantonner à faire la même chose. Et donc, au bout d'un moment, il y a, comme tu dis, ce cynisme qui est vraiment présent et qui se traduit par un détachement complètement de soi. Tout ce qui faisait, tu l'as vraiment bien résumé, c'est-à-dire tout ce qui faisait partie de ma personnalité, tout ce que moi j'ai l'impression d'être comme personne, c'était vraiment l'opposé complet. Et c'était assez dur à vivre et je me demandais vraiment, en fait, j'ai l'impression de me voir de l'extérieur, en fait, tu vois, d'avoir une Mm. personne, de vouloir vraiment partir à l'opposé de qui j'étais. Ouais. C'est. Et en vrai, je pense que si t'as pu voir ça chez toi, c'est que quelque part presque t'as eu de la chance parce que moi je me souviens que je ne voyais même plus ça en fait. Je ne me Mmh. souvenais même plus. Je suis allée tellement loin que je me souvenais même plus
que je pouvais être autrement, en fait. La souffrance était tellement importante à un moment donné, et le mal-être était tellement important à un moment donné que je ne savais plus, je savais plus que ça pouvait être autrement, en fait. J'avais même plus conscience du fait que j'étais, dépersonnalisée complètement et cetera. C'est-à-dire que c'est au point où on me disait: «Mais, je sais pas, qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Est-ce qu'on fait une sortie?» Je ne savais pas quoi répondre. Mmh. «C'est quoi ta couleur préférée?» Je n'en savais plus rien. Parce qu'il y avait plus rien qui avait de la saveur, il y avait plus rien qui donnait envie. C'était: «Est-ce qu'il faut le faire ou pas?» C'était la seule chose, qui rythmait ma vie, en fait, et qui voilà, plus rien n'avait de goût, plus rien n'avait de saveur, plus rien ne il y avait plus rien, en fait. Il y avait juste: «Est-ce qu'il faut le faire? S'il faut le faire, oui, mais après me pose pas la question de savoir si j'aime ou j'aime pas». J'ai plus la capacité, j'ai plus l'espace émotionnel, j'ai plus l'espace, psychologique pour savoir qu'est-ce qui va, me plaire ou pas. Et en fait, ce burn-out, cette espèce ça vient de l'anglais, burn-out, c'est-à-dire tout brûler, en fait. To burn, c'est brûler. Mmh. Burn-out, c'est qu'on a tout brûlé, en fait. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a brûlé toutes nos ressources. Il y a eu quelques études qui ont été faites et qui montrent que c'est un épuisement complet de notre système d'alerte et de régulation hormonale qui, en fait, ne peut plus fonctionner parce qu'il est tellement cramé, littéralement, C'est est ça. tellement cramé par une surutilisation sans rabaisser les choses, que du coup, ça marche plus, il est cramé, il est burn-out. Et donc du coup, on n'a plus du tout cette capacité de comprendre ce qui se passe parce que toutes les émotions, etc., qui sont gérées par des hormones chez nous, et ça marche plus. Ça marche plus. Si vous avez vu Vice Versa, le numéro 2 surtout est très bien fait, je trouve. Et si vous imaginez la grande console avec tous les boutons, c'est comme si vous aviez appuyé sur tous les boutons. Il y a en permanence quelqu'un qui appuie sur tous les boutons. Du coup, il n'y a plus rien qui marche, en fait. Ça ne peut plus fonctionner. Et c'est exactement ça qui se passe à ce niveau-là. Mais c'est ça qui est terrible en plus, c'est que notre corps nous a donné énormément de signaux comme quoi ça n'allait pas en fait. C'est ça. C'est ça le truc. Mais c'est juste qu'on n'a pas voulu les entendre en fait. Moi, il y a une phase que je trouve intéressante lors de mes recherches, c'est une phase avant qui est le burn-out, il y a un burn-in en fait. Mm. Une espèce de résistance à, tu vois, à tous ces signaux qu'on t'envoie pour te dire non mais ça va pas, et tu essaies d'y croire et tu essaies de relancer le truc et de dire non mais il va y avoir un changement, c'est moi qui suis, tu vois, qui voit pas bien les choses, il faut laisser du temps, etc. Alors que tous les signaux t'envoient le fait que ça va pas. Et t'as juste pas envie de les entendre. Et comme tu dis, au bout d'un moment, c'est l'accumulation de tous ces signaux qui fait que ton système, en fait, crache. Et là, ça commence à devenir un burn-out. Et là, tu t'effondres. Et souvent, notre entourage ne comprend pas vraiment pourquoi on s'effondre d'un coup et on a juste envie de faire la technique du chat qui dort, qui dort 3 heures sur 24, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça me rapproche, ça me fait penser. Alors, j'ai déjà dit que je trouvais que les multipotentiels étaient encore plus sujets et que c'était encore plus difficile pour un multipotentiel de vivre un burn-out, tellement c'est à l'opposé de notre personnalité habituelle. Mais il y a ça aussi qui est important, je pense, c'est que pour la plupart des multipotentiels qu'on accompagne, et c'est ce qui nous est arrivé à nous aussi, on a grandi dans un environnement qui nous a appris que notre façon de fonctionner n'était pas bonne et que donc il ne fallait pas nous écouter. On nous a appris que s'intéresser à plein de trucs tout le temps, c'était pas ça qui faisait que, enfin, c'était pas ça qui avait de la valeur parce que si tu fais un peu tout, tu fais pas vraiment grand-chose, ça vaut rien, etc., etc. Donc du coup, en fait, on a passé toute notre vie, je pense même, parce qu'il y a beaucoup de choses que je repense maintenant et même dans un environnement, je pense, relativement bienveillant, on a passé toute notre vie à masquer, c'est-à-dire à ne pas nous écouter pour donner aux autres ce qu'ils voulaient. Tu veux dire quelque chose? Alors, non seulement ça, je veux juste rajouter quelque chose. Non seulement c'est ça, qu'il fallait pas s'écouter, mais en plus qu'on n'avait pas le droit de se tromper non plus. Oui, Tu dois faire le bon choix. Donc, tu as une pression oui, énorme sur oui, les oui. épaules. Donc là, il faut C'est ça, vraiment que tu fasses le bon c'est choix. Et tu ça. n'en as qu'un seul. Parce que si tu en refais un deuxième, déjà, tu
commence à te regarder de Surtout, je travers. pense, Mais pour alors, notre si t'en refais un génération, ouais. troisième, c'est Je mort. pense surtout pour notre génération, parce que ça a peut-être changé maintenant. Enfin, en tout cas, je sais que moi, ma maman, par exemple, a eu plusieurs boulots, etc. Mais on a quand même une génération de parents où, en général, tu faisais tu fais ta carrière dans une boîte. Un boulot, une boîte, bon, tu peux monter un peu les échelons, machin, mais en général, c'était, voilà. Euh, J'espère qu'avec les évolutions qu'il y a dans la société, cet impératif à avoir juste dès le premier coup à 16 ans va va s'apaiser un petit peu. Mais c'est vrai que c'est quand même toujours ce qui est demandé, hein, Parcoursup, etc. C'est quand même toujours ça qui est demandé, de pas se planter au début. Mais en tout cas, je trouve ouais, que on est encore moins. Alors, je pense qu'il y a quand même toute notre génération qui est concerné par ça, parce qu'on a été élevé par des gens il y avait très peu de nos parents qui s'écoutaient eux-mêmes, qui savaient comprendre leurs émotions. On n'a eu absolument aucune éducation à la gestion, à la compréhension et à la régulation de nos émotions. Il faut que j'arrête de dire gérer les émotions, parce que c'est vraiment la régulation qui est importante. Donc on n'a jamais eu cet apprentissage-là. Nos parents ne l'avaient pas, ils n'ont pas pu nous le transmettre. Donc qui dit ne pas écouter ses émotions, c'est justement ne pas savoir écouter ces fameux signaux d'alerte, parce que c'est comme ça qu'ils vont se traduire. Bref, moi j'ai été élevée sur si t'es assez en forme pour sortir du lit, c'est que t'es assez en forme pour aller travailler. Donc si t'es malade, si t'es fatigué, si t'es un peu en dessous, etc., bah ça va en fait, parce que tant que t'as pas 45 de fièvre et que t'es pas à l'article de la mort, tu peux aller travailler, ou tu peux faire ce que t'as besoin de faire. Et c'est comme ça, c'était la génération, comme je dis, je pense que j'ai été élevée dans un entourage très bienveillant, mais c'est juste que c'était la mentalité de ces années-là, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et donc du coup, ben, en fait, on n'a jamais eu d'apprentissage à notre propre écoute. Et en plus de ça qui est commun à toute notre génération, à la plupart de notre génération, nous, on sait que notre fonctionnement interne, c'est pas celui qui est attendu. Donc, on sait qu'on ne peut absolument pas se faire confiance à quoi que ce soit en interne. C'est-à-dire que c'est la double peine. C'est ça. Il y a celle qu'on partage avec tout le monde et que malheureusement, bah, j'espère que ça va évoluer. En tout cas, moi, je sais que je travaille de mon côté pour que ça évolue avec ma fille, etc. Mais, et puis parce qu'on fait sur Cameo aussi pour essayer de donner des outils aux gens qui nous suivent pour se questionner à ce niveau-là. Mais en plus, ce côté de je ne peux pas me faire confiance parce que ce que j'aime, ce qui me fait du bien, c'est pas ce qui est attendu, donc c'est pas bien. Donc du coup, je peux pas faire attention. Du coup, ce qu'on me demande de faire, ça me fait du mal. Mais à quel moment ça me fait du mal jusqu'au moment où ça me fait trop de mal, puisque de toute façon, ça fait mal. Et à quel moment je vais arriver au burn-out. Et puis en Et puis plus, même, eh est-ce que ben, c'est normal d'avoir mal? Au bout d'un moment, tu te poses la oui, question. Parce qu'au ah bout d'un oui, moment, moi, c'était genre, ben en oui, fait, c'est ça, en fait. Professionnellement, en fait, je suis destiné à avoir un truc pas fun. Je pense que c'est c'est ça. réservé à une toute petite partie de personnes d'avoir des boulots fun, de s'éclater dans la vie, de se Mm. réaliser, etc. C'est Mais ça. sinon, moi, je vais me contenter d'un truc dans lequel je vivote et je me sens pas bien. Mais vraiment, la conclusion presque inconsciente, je sais pas ce que tu en penses, mais des fois, Bah, on en j'en arrive à là. pense exactement, je suis exactement d'accord avec toi et c'est exactement ce qu'Aurore rajoute, le fait que dans la société, en tout cas dans laquelle on a évolué, grandi nous, avoir des besoins, c'était égal à être faible. On sait que c'est pas le cas, mais en tout cas, on sait que c'est ce qui est fait et encore aujourd'hui, exprimer ses besoins parfois dans le cadre professionnel, etc., c'est quasiment à 100% être certain d'avoir deux, trois blagues un peu pourries, si ce n'est sexistes ou autres, qui tombent des collègues, des managers, de la direction, de peu importe qui autour, et qui viennent rajouter sur ce ok, j'essaye de faire ce travail sur moi, de comprendre mes besoins, de les exprimer de manière correcte, de manière audible pour mon entourage, etc., en faisant en sorte qu'ils soient ok, qu'ils soient alignés, qu'ils soient légitimes. C'est-à-dire que je fais tout ce travail d'éviter de me censurer moi parce que je sais que je dois les exprimer parce que sinon je ne vais pas bien. Mais derrière, on me renvoie en permanence que c'est que je suis faible en fait. Je ne sais Hmm. pas être plus forte que mon besoin de repos, mon besoin d'apprentissage, mon besoin de tout ce qu'on peut avoir comme besoins qui peuvent venir. Et En fait, donc on te ça demande n'aide pas. En fait, on te demande vraiment de t'effacer dans l'équation, vraiment, de t'effacer complètement dans l'équation. Moi, j'ai entendu plusieurs fois hein, dans ce boulot, dans ce fameux boulot, Julien, tout le monde est remplaçable. Et je pense que C'est il y horrible. a beaucoup de personnes, c'est horrible. Je
pense qu'effectivement, beaucoup de personnes qui sont là par défaut et qui se posent plus la question sont remplaçables. Mais ne dis pas ça à des gens qui ont envie d'apporter quelque chose en fait, qui ont envie de faire un travail sur eux pour apporter un peu de leur personnalité, de leur énergie, de leur enthousiasme dans ta société. C'est vraiment pas le genre de truc à dire. Et je pense que les Non. personnes qui disent ça doivent vraiment se poser des questions, surtout Ah, quand ils ont des places de management, tu vois. Ce qui est oui, souvent le cas. bah, surtout quand tu travailles pour une société où le truc principal, c'est notre plus grande ressource, ce sont nos employés. Mm. Il y a un problème de casting à un moment donné et probablement pas chez toi. Mais C'est ça. c'est un autre débat. On va pas attaquer celui-ci à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est vrai que tout ceci était une énorme introduction pour expliquer pourquoi le burn-out c'est important, pourquoi c'est encore plus important au niveau des multipotentiels et pourquoi on est encore plus à risque que d'autres types de populations, Ouais. à mon sens. Alors, je pourrais rajouter sur, parce que là, on a parlé vraiment Mm. des causes finalement qui ont apporté, qui amènent au burn-out et en quoi vraiment les multipotentiels peuvent être plus touchés que les autres. Il y a aussi souvent le surinvestissement. Tu es amené vraiment à t'investir à 200% et on sait à quel point on peut être enthousiaste et passionné, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc ça, c'est directement un Mettre des passage limites. droit dans le mur. Le perfectionnisme aussi, qu'on retrouve souvent aussi dans nos profils. Donc c'est pareil, c'est aller simple Alors, dans le mur. Ouais, tu voulais rajouter quelque juste chose? un truc sur le Ouais. perfectionnisme, parce que c'est un truc, moi je sais que personnellement, je me suis jamais sentie perfectionniste du tout. Mm. Donc du coup, c'est un truc quand on disait, ouais, je suis multipotentielle, je voyais perfectionniste, je dis, bah non, c'est bon, c'est pas moi. Pour moi, je pense que mon perfectionnisme s'est exprimé, alors je le dis là, j'en profite parce que ça vient là, mais c'est exprimé dans l'envie que j'avais de trouver des solutions qui profitent au plus grand nombre. Et me rendre compte à quel point les personnes qui me disaient qu'elles cherchaient cette solution, en fait, ne la cherchaient pas du tout. Et donc, du coup, cette espèce d'incompréhension entre moi qui viens avec des solutions en disant ben ça bénéficierait au plus grand nombre, au groupe, à tout le monde, en fait. Et en fait, les gens avec qui je travaillais, qui, en fait, eux, ne voulaient que leur bénéfice personnel, leur propre avancement, etc. Et cette incompréhension-là, en fait, donc moi, je pense que mon perfectionnisme, entre guillemets, c'est plutôt exprimé comme ça. Mhm. Dans ce perfectionnisme de la bonne solution, du bon truc, mais pas dans le fait d'être hyper minutieux à faire plein de trucs. Donc voilà, Ouais. juste Non, je renchérissais là-dessus parce que je sais que des fois, perfectionniste, il y a beaucoup de gens qui tiquent quand on dit ça. je pense qu'aussi, il peut y avoir une absence de limite que tu te poses parce que, Ouais, tu vois, on se donne aussi à 200% et au bout d'un moment, quand tu n'as pas de limite claire, alors ça peut être entre le pro, mais même le perso aussi. Tu pars vraiment pareil dans le burn-out parce que tu donnes tout, il n'y a pas de limite, tu sais plus t'écouter, comme on l'a dit, mais ça, on revient à la même chose, hein, tu écoutes plus ton intuition. Tu t'enlèves de l'équation et donc en gros, tu t'enlèves pas de limite. Si on te demande de faire quelque chose, tu vas le faire, peu importe, tu vas pas poser de questions, tu veux y aller à fond. Tu veux même essayer de dépasser les attentes, pas parce que tu as juste envie de paraître bien, mais juste parce que c'est ça ta a l'air bien. passion du truc, là, ça a l'air bien, ça a l'air cool, tu vas découvrir un nouvel univers, etc. Derrière, quand il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas finalement ça résume tout, le pas de reconnaissance, parce que ça englobe aussi, pas uniquement la reconnaissance, ça c'est bien ce que tu as fait, tu vois, mais juste la volonté d'avancer avec toi, comme tu l'as dit, de trouver vraiment des solutions qui marchent et pas de faire semblant d'essayer de trouver des solutions, C'est alors ça. qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est juste de dire, regardez, vous avez vu, on est en train de chercher des solutions. Et toi, tu es là, mais il y en a qui sont juste devant et vous voulez pas qu'on aille les creuser. Non, non, ça nous intéresse pas. Et dans ce que tu dis sur les limites, il y a les limites, alors comme dit Aurore, là, un tas de projets différents, ça veut dire plus de choses à gérer en simultané. Pour nous, c'est aussi, donc on a du mal à se poser nous-mêmes des limites, mais ça va être aussi se poser des limites, émotionnelles, à ce que d'autres nous envoient. C'est-à-dire qu'on a quand même aussi ces difficultés, cette espèce d'empathie qui est assez forte, cette hypersensibilité qui fait qu'on a envie de faire plaisir aux autres. On a envie de les aider, surtout que la plupart du temps, on peut, parce que comme on trouve de bonnes solutions la plupart du temps, ben, on va essayer. Mhm. Et en fait, on n'arrive pas à poser des limites, on n'arrive pas à dire, bah là, en fait, j'ai plus d'espace pour accueillir ta problématique là. On peut en reparler plus tard, mais il faut que je me repose. Et ça, c'est des choses de base quand on est candidat ou en plein burn-out, etc., qu'on n'a pas appris à faire et qui peuvent faire passer enfin, nous faire couler en fait. C'est-à-dire que les limites, c'est effectivement sur les tâches, sur les choses, etc., mais ça va être aussi les limites émotionnelles, ça va être aussi les limites des problèmes des autres
Non seulement ce qu'on se donne nous comme projet parce qu'on a envie de faire un truc, un autre en temps en main, mais aussi tout ce que les autres nous envoient et où on n'arrive pas à dire non. Ouais. Qui est un autre gros sujet, arriver à dire non, qui est très difficile chez nous. Donc, du coup, voilà, ça fait partie des choses qui peuvent venir. Je sais pas s'il y avait d'autres Ouais. choses que tu voulais dire en plus des limites. Ben, j'étais en train de réfléchir aussi aux effets finalement que ça avait, quelles conséquences ça a, comment ça se traduit, comment tu peux le reconnaître, tu vois. C'est vrai que moi, si je devais parler par rapport à mon vécu, je dirais qu'il y avait vraiment une grande fatigue, déjà une grande fatigue physique, parce qu'il y a un moment, j'étais passé à 4 jours la semaine et je me disais, ben, il me reste 3 jours finalement pour travailler sur mes projets perso. Et j'avais absolument plus les forces physiques ni mentales en fait, parce que j'arrivais pas à me concentrer. J'avais l'impression d'être inutile aussi. Quand tu as l'impression d'être inutile et de te saboter et d'être une autre personne pendant ton travail, tu vas pas tout de suite changer de casquette quand tu rentres chez toi pour travailler sur des projets qui finalement tu trouves sains, etc. Tu n'arrives même plus à trouver de sens dans tout ça. Et il y a ce côté émotionnel aussi, c'est un effet vraiment sur l'émotion, et on en a parlé, la culpabilité. Vraiment, je me sentais, mais pourquoi pour moi, ça me faisait pas plaisir, tu vois, Ben non, de me comporter comme ça, d'être comme ça, de me voir en fait, me comporter c'est pas comme de notre ça. nature. Une sorte de honte aussi, et même de colère aussi, contre les autres, contre moi-même, parce que tu boucles dans un schéma dans lequel tu n'arrives pas à t'en sortir. Mm, mm, mm. Donc du coup, effectivement, tout ça, c'est ce qu'on ressent. On parle souvent du burn-out, donc cette phase de dépression où on est vraiment down, etc. Ou en général, c'est là où on va se retrouver en arrêt maladie si on est dans un travail qui nous permet de le faire, une situation qui permet de le faire. Et il le faut, puisqu'effectivement, il faut ce moment de repos, ce moment pour ressortir. Mais ce qui va être super important aussi, c'est donc comprendre les causes du burn-out, les causes externes, mais aussi les choses sur lesquelles on peut jouer à l'intérieur. Effectivement, Aurore, tu dis c'est un épuisement cognitif et émotionnel suite à une situation toxique au travail. C'est effectivement ce que décrivait Julien. Je pense que c'est ce que tu voulais Mmh. écrire par ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est que effectivement dans ce cadre-là, l'environnement était toxique et dans ce cas-là, courage, fuyons, Mmh. parce que voilà, Pas que ça. c'est dangereux, il faut se protéger. Mais il y a aussi, je pense, un travail à faire sur soi pour justement construire tout ce qu'on a dit jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail à faire sur soi pour comprendre que nos ressentis sont valides, comprendre que nos émotions nous amènent des informations, comprendre qu'on a le droit de poser des limites, comprendre qu'on a le droit d'avoir des besoins, qu'on a le droit de les exprimer et qu'on a le droit d'agir en conséquence. Et en fait, tout ce travail-là, on peut très bien sortir d'un burn-out, changer de boulot, mais ne pas faire ce travail-là. Et du coup, s'ouvrir la voie à faire un autre burn-out. Parce que si on n'a pas appris, si on n'apprend pas à repérer les signes comme tu disais, du burn-in, c'est-à-dire la période avant. Et si on n'apprend pas tout simplement à comprendre comment on fonctionne, comprendre qu'est-ce qui est normal pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Bon, j'ai tout un topo sur la normalité, je ne vais pas vous le refaire là, mais c'est quelque chose, quelque chose qui est très important pour moi comme terme quand on l'utilise. Mais là, normal dans le sens, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Comme Julien vous l'a dit, quand il était cynique, détaché, désagréable, amer, aigri, ça ne lui appartenait pas. C'est-à-dire que c'est un signe comme quoi il ne va pas bien, parce que ce n'est pas un comportement qui lui appartient, qui est naturel chez lui normalement. Et donc du coup, il faut arriver à avoir conscience de ça pour se dire, ça ne veut pas dire qu'on va se protéger la fois d'après, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à nouveau dans un environnement toxique, on va à nouveau se retrouver dans un environnement toxique au travail. Il suffit, même si on a le meilleur travail de la Terre, il suffit d'avoir un manager où ça va plus, quelque chose qui... Bref, ça peut revenir. Mais par contre, et ça on peut pas le maîtriser. Par contre, ce qu'on peut maîtriser, c'est nos red flags à nous. Ce qu'on peut maîtriser, c'est comprendre ce que notre corps, ce que nos émotions, ce que les choses nous disent pour être sûr qu'on verra les signes avant de cracher complètement. Et en gros, l'idée, c'est ça. Alors on parle d'un environnement toxique de travail, la salariée jusqu'à maintenant, mais vous pourriez dire exactement la même chose d'un environnement que vous avez construit Complètement. vous-même, un environnement entrepreneurial.
dans lequel en fait vous êtes complètement perdu, vous travaillez avec des clients que vous pouvez pas blairer, vous effectuez des tâches finalement qui ne vous épanouissent absolument pas, vous n'avez pas l'impression de progresser en tant que personne, d'évoluer en tant que personne, et c'est la même chose en fait, on peut directement aller dans le burn-out. Donc voilà, pour moi Exactement. c'était important quand même de souligner, c'est pas uniquement ok, je suis dans un environnement, dans une entreprise pour laquelle je travaille, non, ça peut être vraiment une sorte de prison qu'on s'est soi-même construit. Exactement, tout à fait. Ensuite, je voulais parler d'un terme, moi, qui me parle vraiment, parce que là, on parle, il nous reste un bon petit quart d'heure pour parler peut-être de l'opportunité que ça peut amener, des choses qu'on pourrait faire finalement quand on sort d'un burn-out. Moi, il y a un mot qui m'avait marqué. On avait fait une interview pour Cameo, pour le podcast, de quelqu'un qui appelait ça la petite mort, en fait. Un burn-out, c'est une petite mort, pour vraiment renaître. Et d'ailleurs, j'ai lu aussi, en faisant quelques recherches, qu'il y en a qui parlent de cette phase comme un born-out. C'est intéressant comme jeu de mots. C'est vrai que, comme tu disais, c'est-à-dire que quand finalement ça t'envoie des signaux, le fait que ça allait pas, ok, ça va être compliqué pendant un petit moment pour pouvoir vraiment se rétablir de tout ça, accepter le fait que, en fait, non, ça n'allait pas, et non, ce n'était pas uniquement dû à nous, et qu'on a toujours de la valeur, et que il faut qu'on réalise que on est important dans l'équation, on est peut-être même l'élément le plus important de l'équation. On est le seul personnage principal de notre histoire, j'ai envie de te dire. Et que finalement, eh bien, il y a tout un travail à faire de découverte de ses besoins, tu en as parlé, les besoins fondamentaux, de quoi on a besoin finalement pour être épanoui dans la vie. Est-ce qu'on a besoin d'apprentissage, de transmission, de mouvement, rapprochement avec la nature, etc. Il peut y avoir vraiment des besoins qui sont très importants, et c'est important de pouvoir les lister et les classer aussi par ordre d'importance, en tout cas pour être sûr de pouvoir les retrouver dans son quotidien, dans ses activités professionnelles ou extra-pro. Il va y avoir un travail par rapport à ses valeurs aussi, parce que de temps en temps tu peux faire un burn-out parce que tu travailles avec une entreprise, et je sais pas, enfin, moi, si je faisais ce travail pour vendre des cigarettes, de l'alcool ou du pari en ligne, je peux te dire que je serais pas très épanoui, parce que j'en vois absolument pas l'utilité pour le genre humain, quoi. Je vois pas en quoi ça fait avancer la chose, quoi. Enfin, voilà, on va Oui, pas non, mais partir c'est sur vrai ça, que... parce que sinon tu vas me sortir. Ouais. Voilà. Non, je fais comme si j'avais pas entendu. Mais voilà, il y a vraiment une question aussi de valeur, et puis voilà, un travail aussi, on en parlait, c'était le live de la semaine dernière, aussi, ça nous donne l'opportunité de voir aussi le fil rouge qu'on peut voir. En tout cas, ce travail qu'on va faire sur soi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous a amené dans cette situation où on n'en pouvait plus, où le corps, où la tête lâche, peut nous apporter, et va nous apporter énormément d'informations. Et comme tu dis, il ne faut pas les négliger, parce que le piège, c'est de retomber dans un nouveau burn-out, en fait, et de ne pas saisir ce message qui nous a été envoyé par le corps et par l'esprit. Exactement. Parce que, encore une fois, le burn-out, effectivement, il y a la condition de burn-out professionnel, mais vous avez aussi simplement des événements de vie, des traumatismes, des choses qui se passent qui peuvent vous conduire à en fait une accumulation d'événements qui fait que vous cramez tout, en fait, parce qu'il a fallu que vous soyez là, parce que c'était vous et personne d'autre qui devait faire le boulot, et en fait, ben, tout est cramé, et vous vous retrouvez comme ça aussi. Donc, l'environnement, c'est pas quelque chose sur lequel on peut travailler. Ces choses-là, en fait, elles peuvent nous arriver. On n'a malheureusement pas beaucoup de pouvoir dessus. On peut prévoir tout aussi bien qu'on peut. On n'a pas la main dessus. Par contre, ce sur quoi on a la main, c'est comprendre notre propre fonctionnement, nous refaire confiance à nous, comprendre nos signaux, nos propres signaux d'alerte, etc. Comme tu disais, Aurore, le burn-out, c'est un appel à changer de fonctionnement. C'est pour ça que c'est si difficile de reprendre une activité après. C'est exactement ça. Et surtout, pour moi, je trouve, en tout cas pour les multipotentiels, c'est une opportunité d'apprendre à comprendre son fonctionnement. C'est ce que j'allais dire. Parce que souvent, la plupart d'entre nous, quand les gens arrivent sur la commu, ou qu'on discute sur des événements, etc., qu'on se rencontre, encore au salon SME, c'était le cas, on ne sait pas comment on fonctionne. En général, on a compris qu'on ne fonctionnait pas comme les autres. On a souvent cette impression d'être tout seul, mais on ne sait pas ce que ça veut dire pour nous. Et cette quête, cette recherche de notre propre fonctionnement interne, elle est cruciale pour arriver à saisir les signaux d'alarme quand ils viendront. J'espère de tout cœur qu'ils ne reviendront plus, mais je suis aussi très réaliste. La vie étant rarement un long fleuve tranquille, probablement que ça reviendra. Mais la différence entre la Lauriane dans son burn-out ou avant et la Lauriane de maintenant, c'est que la Lauriane de maintenant, elle apprend et
elle consacre une énorme partie de son énergie à comprendre son fonctionnement, à comprendre ses signaux d'alerte, à les réguler pour arriver à se donner, c'est-à-dire que les armes, en fait, je vais plus dépendre de l'environnement, mais les armes, je vais les avoir en interne. Elles sont là, elles sont en moi et ça, personne ne peut me les enlever. Et je trouve que c'est ça qui est le plus fort, en fait, cette opportunité-là, de se dire: «Bah, en fait, cette situation-là, ce burn-out m'a totalement crashé, totalement. J'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis» et effectivement, c'est un peu l'occasion de renaître, mais pas renaître, exactement la même personne. Renaître la vraie moi, pas celle Ouais. qui a appris à se cacher, qui a essayé de faire plaisir aux autres, qui essaie toujours de prouver qu'elle avait de la valeur aux yeux des autres sans arriver jamais à s'approprier sa propre valeur. Et ben, ce burn-out-là, ou en tout cas cet échec-là, ou cet événement de vie-là pour moi, peu importe le nom qu'on va lui donner, c'est cette occasion-là. C'est pour ça que je pense qu'il y a tellement de multipotentiels qui ont vécu ça. Parce que, en fait, il y a eu tellement une suradaptation au fur et à mesure des années, en fait, depuis tout petit. On a essayé de s'adapter à des fonctionnements, à la normalité, comme tu disais, tu vois, le fait de fonctionner comme on a essayé de nous inculquer avec des codes très stricts, avec des cases très claires qu'il faut remplir ou pas, parce que sinon tu peux pas chevaucher entre deux cases, tu peux pas en prendre plusieurs, tu peux pas te créer toi-même ta case. En tout cas, c'est vraiment les messages, les signaux qui sont envoyés assez tôt. Et c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment, si tu veux, un phénomène qui est très naturel de je suis vraiment de nature, quand on me demande si ça me plaît ou ça me plaît pas, je le dis et je réfléchis même pas. Quand t'es enfant, il n'y a pas cette attends, qu'est-ce qu'on va penser de moi si jamais je dis que j'aime pas manger ça, que j'aime pas faire telle activité, etc. Tu le dis. Je suis bien passé pour le savoir avec deux petites filles en bas âge. Le message est très clair. Et au fur et à mesure, finalement, que tu es dans des environnements avec la société, l'école, etc., qui te disent ça tu peux pas dans ta vie, ça tu peux te comporter comme ça, tu peux pas te comporter comme ça, tu dois faire ces choix-là. Quand on te pose une question, il y a une réponse qui est attendue, qui est très claire, et il n'y en a pas une autre, etc. Au fur et à mesure, tu accumules tout ça. Tu accumules des choses qui, certaines, attention, hein, le message, c'est pas que tout est négatif, parce qu'il faut Non, apprendre à non, vivre en société, c'est ça. et la société nous apporte énormément de choses. Mais il y a des choses, par contre, que tu vas accepter pour vrai, que tu vas pas remettre en question. Vraiment, tu vas t'adapter, te suradapter, et au bout d'un moment, il y a un craquage complet, parce que tu n'es même plus toi, tu es ce qu'on t'a dit qu'il fallait que tu sois, et tu t'oublies complètement dans l'équation. Là, il y a un crash, un reset en fait, et pour moi, c'est vraiment une mort, une renaissance d'une personne, Mmh. et c'est vraiment l'opportunité d'aller à la C'est recherche ça. de soi et de trouver des réponses qui nous permettent de nous retrouver et d'être pleinement soi, quoi. Vraiment. C'est ça. Mais vraiment, c'est vraiment important, de de, mmh, de saisir cette opportunité. Alors vraiment quand on est dedans, on le voit pas comme une opportunité, hein, on est d'accord? On n'y est pas du tout, du tout, du tout. On se dit: «Mais jamais je vais m'en sortir». Moi, ça j'ai mis 3 ans, hein, donc une fois que j'ai compris ce que j'avais pour remonter la pente. C'est-à-dire qu'avant ça, j'ai passé un bon moment au fond du trou. Mais on se dit qu'on n'en sortira jamais, hein, et que c'est horrible et qu'on n'a juste qu'une envie, c'est sortir de là le plus vite possible. Donc dès qu'on a un truc qui ressemble à une lumière au bout du tunnel, on se tape un sprint alors qu'on n'a absolument pas les ressources pour taper un sprint à ce moment-là. Mais on essaye quand même jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, bah, la lumière au bout du tunnel, c'est bien, mais il faut y aller tranquillement avec ses ressources. Et donc, du coup, on apprend aussi à faire un peu comme dans un jeu vidéo, on apprend à voir quelles ressources on a et où on en est pour savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment, jusqu'à quel moment, etc. Et tout ça, en fait, c'est vraiment un apprentissage hyper important à faire. Comme le dit Aurore, les gens ne s'observent pas eux-mêmes, ils observent le fonctionnement des autres et tentent de s'y calquer. C'est pas forcément conscient et de ce fait, on ne connaît pas notre fonctionnement naturel. Et c'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire que on va le voir, on va voir, je sais pas, on va voir nos collègues dans l'équipe qui fonctionnent d'une manière, on va se dire: «Bah, faut que je fonctionne comme ça». Mais en se disant ça, on renie complètement ce qui se passe à l'intérieur de nous et les émotions qui sortent et les actions qu'on a envie de prendre et cetera et peu importe le domaine d'activité, hein. Donc du coup, on sent ça et puis et ben, à un moment donné, on va prendre conscience que ce fonctionnement-là, en fait, c'est le nôtre, mais c'est un travail à faire. C'est le nôtre et il est tout autant valide que le fonctionnement de nos collègues et on a le droit de l'exprimer. Il faut apprendre à l'exprimer parce qu'au début, quand on commence à découvrir quelque chose de nouveau, des fois, ça sort de manière un petit peu brute de pomme. Ça prend des formes parce que, comme tu disais, on vit en société et que communiquer, c'est important. On peut pas juste déblatérer des trucs comme ça, même si apparemment ça devient la mode. On peut pas juste déblatérer des trucs un peu hors contexte ou un peu trop fort émotionnellement à des gens qui ont l'habitude de nous voir autrement. Mais c'est un apprentissage qu'on peut faire. Et le fait de pouvoir être vrai
avec soi-même, ça fait tellement de bien. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une boucle négative où il se passe quelque chose, on se dit que c'est pas notre comportement attendu, même si notre nature à nous, elle est en mode mais je dois agir parce que ça va pas, il y a un truc qui va pas, il faut que je dise. Et ben du coup, au lieu d'essayer de réprimer ça pour se dire on va trouver des manières de l'analyser, d'arriver à le formuler, d'arriver à le communiquer, de comprendre que les personnes en face ont leurs propres limites et qu'en fait le problème c'est pas forcément 100% nous, on a notre part de responsabilité aussi, mais dans tout ce qui est communication, c'est toujours 50-50, comme dans tout. Donc, du coup, c'est voilà, comment on donne sa part à chacun, etc. Mais ça s'apprend. Mm. Ça s'apprend. Et pour ça, il faut absolument faire ce travail-là parce que sinon, on retombe dans la même chose. On sort de son arrêt maladie. On peut même avoir fait des séances de psy. On peut changer de boulot. On peut faire repartir complètement à zéro si on n'a pas compris notre fonctionnement et qu'est-ce qui provoquait ces choses-là et qu'est-ce que c'était être nous et qu'est-ce que notre corps nous envoyait comme signaux de détresse quand ça n'allait pas et comment on se repose et comment on prend soin de soi et qu'est-ce qui nous fait plaisir, qui on est exactement. Et ben on se prépare à un nouveau burn-out. Je crois qu'en vrai, j'y repensais là parce que j'avais pas pensé. Mon premier burn-out, j'ai été diagnostiquée à mon premier burn-out à 19 ans. Ah ouais, c'est tôt. Ouais. Ouais. Bah, tu conjugues des études en première année de médecine avec bosser à l'hôpital tous les étés, plus toutes les vacances scolaires pour gagner les sous nécessaires à la superbe vie d'étudiant que je n'ai pas eu. Au bout de 3 ans, après tout le stress du bac, etc., voilà, et ben, ça donne un premier burn-out à 19-20 ans. Mais Je pense sans que soin derrière, parce que le seul ouais, soin, ça a été repose-toi. c'est ça, repose-toi et repars, tu vois. Repose-toi Repars de plus belle. avec des gens autour de moi, mon ex-belle-mère à l'époque ou quoi, qui me disaient bah, de toute façon, t'es flemmarde. Parce que je voulais pas travailler un été parce qu'il fallait que je me repose. Ouais. Voilà. Ah, mais tu C'est fais comme bien de ça, le c'est la vie. souligner. Je pense qu'il y a une grosse question d'environnement aussi. L'environnement peut Complètement. vraiment t'aider. Enfin, je veux dire, si aujourd'hui on a des signaux, parce que c'est vrai qu'on, quand même, on a tous des vies très chargées. Je veux dire, c'est pas parce que tu es conscient de ça que tu risques pas de retomber dans ce piège-là. On perd tous l'équilibre à un moment ou à un autre. Je veux dire, les personnes qui vous disent le contraire ou qui vous essaient de vous donner l'impression que tout est parfait, qui sont toujours au top de leur forme, etc., il faut se méfier. On perd tous notre équilibre. Mais ce qui vraiment fait la différence par rapport à avant, je pense que c'est les mécanismes, les systèmes finalement qui te font retrouver ton équilibre le plus rapidement possible. Et surtout qui font que tu évites de franchir une limite dans laquelle tu vas vraiment t'effondrer. Donc voilà, l'environnement est primordial pour ça. L'environnement et la connaissance de soi. Vraiment, par exemple, si on prend le mois dernier, le pauvre Julien, je l'ai laissé quasiment tout seul à gérer plein de trucs parce que j'ai eu des moments difficiles pour moi. Il a fallu que je me repose et je n'étais plus capable de faire quoi que ce soit. La Lauriane d'il y a 2 ans aurait forcé comme un bourrin pour essayer de malgré tout faire les choses. La Lauriane d'il y a un mois a compris que son corps lui disait que là, elle devait gérer autrement et devait se reposer et accepter ce temps-là. Et l'image que j'ai donnée à ma psychologue à ce moment-là, quand je suis sortie de ce moment-là, c'est que je lui ai dit en fait, j'ai l'impression que j'ai reconstruit ma maison à moi, Lauriane, sauf que maintenant elle est aux normes antisismiques. C'est-à-dire que c'est toujours moi, Lauriane, c'est la même Lauriane qui maintenant a autant d'envie et de curiosité et de trucs avant, avec quelques années de plus évidemment, mais voilà. Mais par contre, cette nouvelle Lauriane, maintenant, quand il y a un peu des secousses autour d'elle, eh ben, elle reste là. Elle est aux normes antisismiques. Elle a suffisamment de souplesse pour que quand l'environnement secoue autour, elle arrive à rester la plus intègre possible. Alors oui, c'est un peu le bordel dedans. Oui, il y a des Voilà ce trucs que j'allais dire. qui tombent. Il faut faire Voilà. le ménage, il faut nettoyer, il faut réparer 2-3 trucs. Et il faut prendre ce temps-là. Mais la structure, elle est là. Et Je c'est sens pour que ça va ça, être voilà. la prochaine image du prochain quartier libre, notre Non, je pense pas, je newsletter. sais pas, on verra. Parce que j'ai trouvé très, très vraie cette image. Mais voilà. Ouais. Non, c'est juste, voilà, cette image-là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti après cette espèce de coup voilà, ce nid de poule sur la route qu'était ma vie. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il y a Aurore qui dit, et ça me parle, le burn-out ne s'arrête pas avec un mois de vacances, il y a un changement profond à faire. Ça, tu l'entends tellement de fois, et moi-même j'ai fait cette erreur, tu vois. Non, mais en fait, tout ce que j'ai besoin de vacances, en fait. Et en fait, t'enchaînes avec, non mais là j'en peux plus, il me faut des vacances, tu vois. Et plus tu avances, plus tu as besoin de vacances rapprochées, mais que tu n'as pas.
et plus tu te diriges directement, encore une fois, vers le burn-out. Parce qu'au Donc, début, mais il y a c'est des vraiment moments... cette croyance, quoi. Ah Oui, putain, en fait, mais il faut que je fasse une pause, mais en fait, c'est même pas des vacances, tu penses c'est constamment à ça, ça, t'es épuisé mentalement, il y a c'est rien, quoi, il y ça. a pas de changement. En fait, il y a des moments où effectivement, on a juste besoin de vacances. C'est vrai. Oui, 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 mais Mais à un moment donné, ça dans devient ces plus vrai. moments-là, ouais. Et souvent, on ne sait pas la différence entre les deux. Moi, je pense que quand t'as trop besoin de vacances, c'est que c'est un signe déjà. Tu vois. Complètement. Ah non, mais je suis complètement Je sais d'accord pas ce avec que toi. t'en penses, mais aujourd'hui, Ah tu vois, non, avec le mais recul, je oui. me dis, avant, j'avais vraiment besoin de vacances, souvent, tu vois, dans les boulots que je faisais, je me disais, putain, il faut vraiment des vacances, je le sens passer. Là, aujourd'hui, je prends des vacances parce que j'ai envie d'avoir ce temps, tu vois, Hmm. plus En long avec ma famille, famille, avec mes ouais. proches, etc., tu vois, vraiment, parce que c'est important, que j'apprécie ces moments-là. Mais le boulot, même s'il est fatigant, il n'est pas épuisant mentalement, hein, au point de se dire, en fait, je suis en train de m'écrouler, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que les vacances, c'est plus la bouffée d'oxygène qui te permet de tenir en apnée le reste du temps. C'est ça. Ça devient simplement la petite pause un peu sympa après quelques longueurs, quoi. Exactement. Voilà, tu le sens passer parce que ça a bougé, mais tu as pu respirer entre-temps, quoi. Ouais. Donc, bon, voilà. Une On bonne arrive à la fin discussion. de ce live. Ouais, Ouais. Je pense qu'il y on aurait pourrait en beaucoup de parler choses des à heures, hein. dire. On peut en parler des heures. Surtout, n'hésitez pas en commentaire ou en nous écrivant à Cameo, contact@cameo.fr, à nous partager, vous, vos vécus, vos expériences, vos outils aussi, les choses qui ont pu vous aider pour pouvoir passer ce cap. Surtout, n'hésitez pas à nous parler en commentaire, au replay de ce commentaire que vous allez trouver sur notre chaîne YouTube, à nous proposer aussi d'autres sujets, à nous dire si vous voulez aussi approfondir, pourquoi pas, ce sujet-là. Je pense que, comme je le disais en début de podcast, je pense qu'on va faire un épisode un peu plus long avec Aurore quand elle le voudra bien. Et puis, à nous rejoindre ce jeudi à midi, pour une discussion. Donc, vous savez, maintenant, on fait souvent des lives, et puis après, on a une discussion dans la communauté pour parler, pour approfondir la discussion, pour échanger entre nous. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre ce jeudi pour le thème « Se relever après un burn-out, vos clés pour avancer ». Donc, c'est jeudi dans la communauté. Pour rejoindre la communauté, c'est très simple. Vous allez sur cameo.fr/communauté avec un K. Et vous verrez, l'inscription est gratuite, et puis ça vous permettra de nous rejoindre sur le canal Discord, là où on tient tous nos échanges en visio. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, et vous dire à très bientôt. Merci beaucoup pour votre participation, bonne soirée à tout le monde. Voilà, cet épisode est terminé. On espère qu'il t'a plu et qu'il a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir, en notant et commentant cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée, voire même en le partageant, cela nous aide énormément. Se reconstruire professionnellement après un burn-out est une étape essentielle pour éviter une rechute dans les années qui suivent. Si tu souhaites le faire en étant accompagné par des spécialistes de la multipotentialité, de notre côté, nous proposons le parcours. Le parcours, c'est une aventure de 3 mois, mêlant exercice, coaching individuel et travail en groupe, conçu pour te permettre d'explorer ton profil multipotentiel et de construire un projet passionnant à ton image. Tu trouveras toutes les infos sur notre site internet cameo.fr, kmeo.fr/parcours, parkours. À très bientôt!